Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour un nouveau numéro du menu crowdfunding qui sort à peine du four. Il y est pas resté très longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à becter cette semaine, donc la préparation était relativement modeste. Il n'y avait pas grand chose à faire et ça tombe bien parce que au début de semaine j'ai eu un petit coup de chaud. Non, c'était pas une petite insolation ou je ne sais pas trop quoi, mais bon. Du coup, ça va mieux, pas de problème, et pas d'excuses non plus si j'ai des conneries. Mais normalement, cette semaine, ça devrait encore une fois être relativement facile, rapide, parce que, encore une fois, donc pas trop de matière, comme je vous le disais il y a quelques secondes. Donc il y aura malheureusement, encore une fois, pas de dessert. Hein. Ces 2-3 dernières semaines, on avait été relativement gâtés. Il y avait quand même quelques projets vraiment bien intéressants. Là, cette semaine, pas de dessert. Vous aurez bien compris que c'est que, fatalement, il y a un petit peu moins de matière à se réjouir ou pas. Remarquez, si on a envie de faire des économies, ne pas avoir de dessert, c'est sympa. Mais en même temps, le menu crowdfunding est fondamentalement un peu moins intéressant. Vous vous en doutez bien. Pas de dessert. Est-ce que ça coïncide, comment dire, de manière purement fortuite, ou est-ce que c'est le hasard pur, ou est-ce que vraiment il y a un agenda derrière ça, avec donc l'arrivée du mois de juillet. Les vacances d'été vraiment pointent le bout de leur nez pour le coup, et peut-être que les gens ont un petit peu moins d'argent à dépenser pour les loisirs que sont les jeux de société, et plus pour éventuellement partir un petit peu en vacances. Et du coup, peut-être que c'est le début, ça y est, de la saison de creux estival qu'on connaît un petit peu chaque année. C'est souvent justement à partir de la deuxième deuxième quinzaine, pardon, de juillet que ça commence à accuser un petit peu le coup, à être un petit peu moins de projets en avant. Là, cette année, on est sur la première semaine de juillet et déjà un gros coup sur les freins. Hein, les deux pieds joints sur la pédale de frein et beaucoup moins de projets. Ça permet aussi d'avoir un menu crowdfunding qui va forcément durer un petit peu moins longtemps. Et du coup, sans plus tarder, on est parti pour quelques entrées et puis quelques plats principaux, mais pas de dessert. Hein. L'appétit est relativement léger. On commence avec un projet qui nous vient de Japon, et ça fait plaisir, on n'en a pas tant que ça ces derniers temps, et pourtant cette semaine on en aura deux la même semaine. Deux projets qui viennent du Japon, mais dans les deux, il n'y en a pas un seul qui est véritablement japonais, mais on en reparlera. Le premier, c'est donc Astraios Starlight, avec une très belle illustration de couverture, j'aime beaucoup. On va faire des constellations, c'est absolument choupi, et il y a ici quatre petits mots mis bout à bout qui auraient certainement, comment dirais-je, attiré la curiosité de manière assez forte chez l'enfant que j'étais il y a de ça une trentaine d'années, à savoir Glow in the Dark, un truc qui brille dans la nuit, un truc phosphorescent. L'enfant de 5, 6, 7, 8 ans que j'étais aurait eu justement des étoiles dans les yeux. Et c'est notamment ce que promet Astraios Starlight, qui est un jeu de pose de tuiles. Vous vous en doutez, hein, rien que visuellement, clairement, ça se ressent. Hein. C'est pour 20 minutes la partie, donc un truc très facile à sortir, pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, donc un jeu vraiment facile à sortir, avec des règles en français disponibles, et ça fait plaisir. Pour l'instant, ça a attiré pas loin de 150 contributeurs, près de 9000 euros d'engrangés, c'est donc largement financé, 18 jours avant la fin de la campagne. Et donc Astraios, je vous lis, pose de tuiles et trois objectifs fondamentalement lors de vos poses de tuiles. D'abord, il faut connecter des points, donc des étoiles, avec d'autres étoiles, puis réussir à fermer des figures géométriques. Lorsque c'est le cas, vous réussissez à poser une petite gemme au centre de la figure géométrique que vous venez de compléter, et c'est ça qui va vous permettre de scorer. Donc voilà, c'est relativement simple, assez facile à prendre en main, et effectivement, dès le plus jeune âge, on peut s'en sortir. Et donc, Glow in the Dark, qu'est-ce que ça donne une fois dans le noir? Eh bien, ça donne ça. Et ça, c'est joli, parce qu'effectivement, on va avoir cet aspect de phosphorescence qui va mettre en lumière vos créations, chaque partie différente, avec plein de petites étoiles en fond également, et puis les gemmes qui vont ressortir un petit peu aussi, donc c'est plutôt joli, le résultat est plutôt charmant à l'œil, c'est vrai que c'est plutôt sympa, les gemmes elles-mêmes d'ailleurs sont plutôt très jolies.
Voilà, il n'y a pas grand chose de plus que ça à dire en réalité. Les rewards, donc les pledges, sont malheureusement pas vraiment bien mis en avant. On n'a pas les prix directement ici, donc faut aller sur le côté. Et donc, une boîte de Astrayo Starlight, ça vous coûtera 3200 yens, donc 19 euros. Quand même relativement abordable, c'est même très abordable. Donc 19 euros pour ce petit jeu de Astrayo Starlight. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore reconnu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est l'œuvre de Phantom Lab, derrière lequel se trouvent d'autres jeux tels que Acornism, qu'on avait traité sur la chaîne, ou encore Orthognomes, qu'on avait traité sur la chaîne il y a aussi quelques mois de cela. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, ça nous vient du Japon, mais en réalité, c'est pas vraiment japonais, puisque la créatrice de tous les jeux de Phantom Lab, qui est d'ailleurs adorable, est en réalité c'était taïwanaise, je crois. Donc voilà, sachez-le, ça vient du Japon, mais même si c'est asiatique, ce n'est pas véritablement japonais à proprement parler. On a ici aussi leur plus récente création, Lumina Spell, qui propose de faire des vitraux d'églises, de cathédrales, toujours des thématiques assez sympas et qui ont de la gueule, et du coup c'est à nouveau le cas avec Astrayo, c'est en plus ce petit côté phosphorescence qui vraiment me renvoie 30 ans en arrière. Voilà. 140 backers, 18 jours avant la fin de la campagne pour Astraeos Starlight. On passe chez la concurrence, à savoir chez GameFound, pour aller parler du Zeugma de la semaine. Autrement dit, le jeu solo de la semaine. Bon, il y en a plusieurs, évidemment, mais celui-là, c'est purement solo. On peut y jouer en coopération, mais il est pensé comme un solo. Il s'agit de Time Troopers, qui est l'œuvre de Molinarius Games Limited, et c'est un jeu de management de deck, donc une sorte de deck building et de gestion de main, dans lequel on va construire son deck, bien sûr, et son équipage. On voit ici certaines des personnes qui vont être potentiellement amenées à le composer, et avec ces personnes, on va voyager dans le temps et on va impacter le cours de ce dernier et des événements qui s'y sont déroulés pour espérer pouvoir sauver le futur de l'humanité. C'est donc solo, mais également jouable en coop. C'est pour des parties de 45 minutes. On a aussi de la gestion de ressources au-delà du deck building. Je l'ai dit, pour le coopératif, ça marche. Bien sûr, c'est un jeu en campagne que vous pourrez certainement rejouer. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un jeu de Legacy. Je ne sais pas à quel point il est hyper intéressant de rejouer le jeu une fois qu'on a terminé la campagne, mais c'est pas un Legacy à proprement parler, en tout cas pas un Legacy destructible, quoi. Donc c'est pour 12 ans et plus. On a ici un petit échantillon des cartes que l'on pourra être amené à interagir, enfin avec lesquelles on sera amené à interagir. Un petit peu plus de détails concernant l'aspect présence sur table, ici ce plateau, les différents livrets donc à fascicules que l'on va être amené à explorer pour les différents scénarios qui vont composer la campagne de Time Troopers, les différents decks que l'on voit ici, les petites ressources avec les cubes, les dés, etc. On va donc construire son équipage, c'est pas vraiment son équipage mais son équipe, on va dire. Ensuite, on va voyager à travers le temps, les époques, les civilisations. On va donc partir dans le Japon féodal, on va partir dans l'Égypte antique, dans la Scandinavie viking, etc., etc. Et donc, on aura un petit livret à fascicules de campagne avec différentes missions à travers lesquelles on pourra évoluer. C'est en plus de ça, vous allez voir, pas excessivement cher. C'est 50 livres. Donc 50 livres, on est aux alentours de 65 euros. Bon, pour un Legacy, c'est pas non plus donné, d'autant plus qu'il s'agit quand même que de cartes, mais il y a beaucoup de cartes en revanche. Mais si celui-ci est rejouable et si l'expérience est toujours aussi bonne après la deuxième, troisième partie, ça peut valoir le coup. Sur le papier, ça prend plutôt pas mal. La DA, de manière générale, est très jolie. Les cartes rendent plutôt très bien, je trouve. Si en plus de ça, le gameplay vaut le détour, que la campagne et les scénarios qui l'accompagnent tiennent sur leurs pieds, ma foi, on est potentiellement sur une belle petite découverte pour tous les amateurs de jeux solo, qui plus est pour des parties pas si longues que ça, en 45 minutes, 1 heure maximum. Ma foi, il y a potentiellement un petit truc intéressant derrière cette campagne de Time Troopers. Voilà donc pour ce qui est de ce projet actuellement sur GameFound avec 10 000 livres d'engrangés. Ça tombe bien, c'est tout pile ce qu'il fallait pour espérer financer 200 backers 21 jours avant la fin de la campagne. Le projet d'une vie, presque. J'exagère un tout petit peu, mais quand même, 15 ans de travail.
sur Barn Burners and Noblemen. 15 ans de travail, alors peut-être pas sans discontinuer et de manière toujours aussi intensive de 0 à 15 bien évidemment, mais oui, ils sont ici deux frères qui sont derrière Cinderstone Game, deux frères qui ont dédié donc 15 années de leur vie, alors pas uniquement, bien sûr ils n'ont pas fait que ça, mais à ce jeu sur lequel ils ont commencé à bosser quand ils étaient tout petits, quand ils étaient à l'époque donc des enfants encore homeschooled comme c'est écrit ici, donc en fait ils faisaient l'école à la maison. Alors je ne sais pas exactement quel âge ils avaient à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à bosser ensemble sur un jeu entre eux, et ils l'ont développé, peaufiné, raffiné au fur et à mesure, et ça a donné donc Barn Burners and Noblemen, qui est un jeu entre autres d'escarmouches. On va faire en début de partie un choix de personnages au sein d'un assez grand nombre de personnages disponibles, et on a donc une sorte de map centrale hexagonale sur laquelle on va être amené à évoluer. Bien sûr, les personnages auront des compétences asymétriques. Il y aura donc tout un aspect de choix de construction de son équipe, d'imaginer des synergies entre les différents personnages pour pouvoir utiliser leurs compétences de manière aussi efficace que possible face aux adversaires qui se trouvent autour de la map. Ces deux frères qui se lancent dans un premier projet et qui ont vraiment passé beaucoup de temps pour peaufiner leur projet, y compris au niveau de la DA. On est sur un jeu qui dispose d'une assez belle direction artistique, vous l'avez vu je pense. Est-ce que le jeu marque l'histoire ou marquera l'histoire? Ça me semble un peu compliqué pour l'instant parce que vous le voyez, on est actuellement donc à 122 contributeurs, ce qui n'est pas ridicule pour un premier projet sorti de nulle part, issu d'une nouvelle boîte d'édition complètement inconnue qui n'a pas vraiment mis de budget de communication au préalable. C'est quand même pas mal du coup. 12 000 euros d'engrangés, c'est donc financé. On devrait pouvoir aller jusqu'à vraiment la naissance du jeu si tout se passe bien, 26 jours avant la fin de la campagne. Petit résumé très court, concis, bref, du how to play. Start by drafting your team. Je vous l'ai dit, on va drafter les différents personnages qui vont être amenés à composer notre équipe. Ce sont des champions qui sont issus de différentes factions. Chaque faction aura ses propres spécificités. Chaque personnage en son sein aura aussi ses propres compétences asymétriques. Ensuite, on va planifier bien sûr ses moindres actions et mouvements pour vraiment essayer de timer de manière idéale chacune de ces actions pour en retirer vraiment le substrat le plus essentiel. Bref, la meilleure action possible. Ensuite, use basic attacks and other front cards abilities. Donc en gros, on va avoir des compétences de base propres à chacun des personnages et puis bien sûr aussi leurs propres actions spécifiques, notamment via l'aspect de gestion de main qui se cache derrière ce jeu. Ensuite, back card specials of each champion. Donc oui, au dos de plateau de chacun des personnages que l'on va être amené à incarner, il y aura aussi une sorte de ultimate, donc une attaque ultime qui sera bien plus puissante, bien plus conséquente que les autres et qui, bien timée, pourra avoir des effets dévastateurs. Voilà, ensuite il y aura différentes manières d'obtenir encore des nouvelles actions, des nouvelles cartes, etc., des nouvelles ressources, bref, beaucoup de choses, et finalement, ça s'apparente ni plus ni moins à un Battle Royale, puisque le dernier encore debout à la fin de la partie l'emportera. On est apparemment sur un jeu qui a une grosse rejouabilité et qui peut s'accompagner également de petites extensions, Merchants et Alchemists, qui viennent ajouter encore plus de nouveaux personnages et donc de profondeur et de rejouabilité à un jeu qui semble déjà en disposer d'une certaine couche dans le jeu de base. Pour ce qui est des niveaux de pledge, est-ce que je pourrais vous trouver déjà le jeu de base? Ce serait pas mal parce que je ne l'ai pas vu. Master Set, on voit pas le prix, et ben on va directement aller ici. Early Bird Master Set, 75$ quand même, donc 64 euros pour le Master Set de base. Sinon, une fois que le Early Bird sera terminé, c'est 85$, donc 10$ de plus. Et puis si vous voulez également les deux extensions, tant que le Early Bird est encore disponible, c'est 105$ pour le jeu de base et les deux extensions. Une fois que le Early Bird sera terminé, ce sera 115$. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Barn Burners and Noblemen, 26 jours avant la fin de la campagne, 122 contributeurs. Prochain jeu que je vous présente cette semaine, il s'agit de The Coil. Et oui, je l'ai ici. Si vous avez suivi
le pourboire et déboire de, du coup c'était mai-juin, non c'était avril-mai. J'en parlais déjà parce que je l'ai ramené du Tokyo Game Market la dernière fois, donc il y a ça, un mois et demi. Et je l'ai ramené du Tokyo Game Market. À la base, l'éditeur, qui est donc Adrao, en fait c'est Amelie Studio, c'est un hispanophone, je ne sais plus si c'est espagnol, mexicain ou quoi qu'est-ce, qui vit à Tokyo depuis de nombreuses années et qui donc s'est lancé dans la production de jeux il y a quelques années. Mais fondamentalement, Amelie Studio c'est une boutique au Japon. Et du coup, bah, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'il y avait deux projets japonais aujourd'hui, ils viennent du Japon, mais l'un, donc Akarios, non, c'était pas Akarios, c'était Astraios, ouais c'est ça, Astraios. En fait c'est une femme taïwanaise et celui-ci c'est un homme hispanophone, mais je sais plus de quel pays exactement il est, mais il habite au Japon. Et donc ben, The Coil ça commence doucement. 41 contributeurs seulement, mais le jeu est financé avec, ce sera un très petit tirage, hein. Pour l'instant 1000 euros, mais c'est suffisant. 26 jours avant la fin de la campagne, on peut quand même espérer aller chercher les 100 backers, peut-être un poil plus que ça. C'est vraiment un tout petit éditeur, une toute petite maison d'édition, qui me disait que lui, il était plutôt content parce que c'est déjà mieux que ses précédentes campagnes, donc il est quand même plutôt satisfait. Parmi ces dernières campagnes, on avait notamment Hero or Villain, Fantasy Tavern Brawl et Demonuki. Et nous, on avait pu déjà couvrir sur la chaîne Fantasy Tavern Brawl, un petit jeu d'ambiance et de dextérité qui était assez fun. Alors ça n'avait pas fait beaucoup de vues parce que c'est pas un type de jeu qui est très attendu par les backers. En fait, c'est un type de jeu qui marche pas forcément très très fort sur Kickstarter non plus, faut être tout à fait honnête. Mais c'était relativement fun quand même. Est-ce que notre vidéo était encore disponible sur la page de campagne? Écoutez, bah, je sais pas très bien, mais oui, elle est là, elle est là. Combien de vues ça avait fait? Ça juste par curiosité. Allez hop, on va checker. Combien de vues ça avait fait que ça, hein? 415 vues quand même, ma foi, pour un tout petit jeu comme ça, c'est pas si mal. Donc est-ce que on fera dans quelques semaines 400 vues pour cette nouvelle campagne qui est donc The Coil? Eh ben on verra, ça dépendra de vous. Mais vous le voyez, pour l'instant en tout cas, la vidéo n'est pas encore publiée parce que à l'époque, lorsque l'éditeur m'avait filé le prototype, il m'avait dit que la campagne serait plutôt pour septembre, plutôt même octobre, et du coup on n'était pas du tout pressé. Et il y a une semaine et demie, il m'a dit bah non en fait on commence la semaine prochaine. Du coup ben on n'a pas encore testé le jeu. Et du coup, la vidéo est pas du tout prête pour l'instant. On devait le tester cette semaine, mais il y a eu un empêchement, on n'a pas pu. Donc, on va certainement le tester lundi. Donc, on va essayer de vous en faire 3-4 parties pour pouvoir vous en parler. Mais donc, The Coil, c'est un jeu qui vous propose différentes factions. On les voit sans bien les voir ici. Vous voyez, donc un personnage, ils sont dans des angles un petit peu différents, mais là, on a un personnage, tout ce qui est aspect marron ici avec le chapeau. On a un deuxième personnage ici avec la main, l'arme et son chapeau ici. Et ici, l'espèce de personnage angélique. Là, on en voit distinctement 3, mais il y aura, je crois, au final 5 factions au total. Et donc, chacune de ces factions aura aussi, bien sûr, des spécificités asymétriques. En fait, on est dans un univers un petit peu fantaisiste, dans lequel vraiment toute l'énergie magique, on va dire, toute l'énergie fantaisiste de ce monde, interagit directement avec la géographie, et fait que tous les continents qui étaient séparés les uns des autres se retrouvent connectés les uns aux autres dans le nord, vers le nord de l'univers de The Coil. Et du coup, ça fait naître de nouvelles tensions, et on va se foutre sur la tronche, avec donc différentes factions, les Celestos, les Dedrain, les Ignishore, les Realms of Shakum et les Vakri Colonies. Et donc, chacune de ces factions aura une petite compétence asymétrique, relativement asymétrique. Ils auront aussi des mains de départ différentes, des decks différents, et du coup, eh ben, on va être amené à utiliser autant que faire se peut, de manière bien timée, chacune de ces capacités asymétriques pour prendre possession de certaines cartes de territoire, que ce soit les nôtres ou celles de nos adversaires. On va essayer d'interagir avec ces cartes-là, les protéger, les envahir,
avec ses différentes actions. Donc ça va être un jeu relativement facile à prendre en main. On va lire les règles ce week-end pour le tester du coup lundi avec Xavier, en espérant que ce sera aussi sympa que ça en a l'air sur le papier. Ça me vend pas du rêve outre mesure, mais on n'est pas à l'abri d'une belle petite surprise, d'autant plus que l'ADA est plutôt clean. D'ailleurs pour l'ADA, il a fait appel à l'un des illustrateurs de Jisogi que vous voyez derrière moi ici, voilà, qui était très très bien illustré. Donc voilà, c'est aussi pour ça que du coup The Coil présente plutôt pas mal ma foi. Voilà, sans plus tarder, ce qu'il est de The Coil avec 41 contributeurs, 1000 euros d'engrangés, c'est financé. Je me ferai pas trop de soucis sur la capacité de l'éditeur à aller jusqu'au bout de son projet. Hein. C'est un mec qui est lui aussi comme nous professeur à la fac, qui a sa propre boutique jeux de société à Tokyo. Donc bon, il a les reins solides, ça devrait aller. Donc 26 jours avant la fin de la campagne, malheureusement pas de règles en VF pour l'instant en tout cas. Pour tous les amateurs de jeux à identité cachée, Mafia Blitz est un nouveau jeu qui pourrait entrer dans cette gamme à l'avenir et qui semble disposer d'un petit twist sympa, puisque on va être amené à faire une sorte de petit draft en début de partie pour choisir son rôle. On va chacun recevoir 2 cartes qui vont nous permettre de choisir en fait le rôle que l'on veut incarner. C'est pour 6 à 12 joueurs, donc attention, il faut des gros groupes. À partir de 6, c'est quand même assez rare. Soit à partir de 4-5, la 6, il faut vraiment déjà avoir un gros groupe, donc vous ne le sortirez pas forcément aussi facilement que ça. Mais en revanche, par contre, les parties sont très très courtes. C'est pour 10 à 15 minutes la partie. 133 contributeurs, près de 2000 euros d'engrangés, c'est donc financé 27 jours avant la fin de la campagne. Belle petite DA. On est dans un jeu donc avec cette phase de draft. On va choisir parmi 2 personnages qui nous sont distribués lequel on va incarner. Dans cet univers de Mafia Blitz, il y a une sorte de, comment dirais-je, de traître, le rat, donc le rat, qui va dénoncer ses anciens camarades aux forces de l'ordre. Ensuite, on a plein de mafieux qui, bien sûr, sont pas super enthousiastes à l'idée de se faire trahir par ce fameux rat, on va dire, entre guillemets. Et puis il y a aussi comment dit-on déjà, un vigilante en anglais on dit, donc une sorte de justicier de l'ombre sans badge, on va dire, sans badge de police, qui va interagir aussi avec tous les personnages de Total Lab. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quels que soient les personnages que l'on va recevoir, que l'on va choisir lors de la phase de draft, il va avoir un objectif qui lui est propre. Alors certes, il y a différentes factions, donc plutôt le gang, plutôt le rat lui-même, plutôt les forces de l'ordre bien évidemment, mais même au sein de ces factions, vous avez des petites conditions de victoire ou de défaite qui vont varier d'un personnage à l'autre, ce qui fait que ça le rend relativement intéressant. Ici on voit par exemple le personnage du Outsider, s'il se fait tirer dessus, le jeu se termine automatiquement et instantanément. Et la condition de victoire, c'est justement de se faire tirer dessus, et donc tout le monde perd. Et donc si quelqu'un vous tire dessus, en bref, vous avez gagné. La partie se termine comme ça. Là on a la civile, on voit pas les conditions de victoire, mais il y en a une de victoire et une de défaite également par exemple. Ici on voit le lookout derrière. When the rat is shot, lose, you are shot. Si vous faites tirer dessus, c'est fini pour vous. Et si le rat se fait shooter dessus, se fait tirer dessus, eh bien vous l'emportez. Voilà. Et sachant que, parce que parfois on voit une condition de lose, même si vous perdez, il n'y a pas de élimination. Ça aussi c'est écrit en gras ici, c'est important pour eux. Il n'y a pas d'élimination, même si vous savez que vous avez perdu, vous ne sortez pas instantanément du jeu. Et de toute façon, vous l'avez vu, c'est 10-15 minutes la partie, donc même si c'était le cas, ce serait très très court. Alors, le pledge de base est à $20. Ça me fait penser que j'ai oublié de mentionner le prix de The Coil, mais bon, vous regarderez, c'est pas très grave. Donc $20 canadiens pour Mafia Blitz, apparemment donc 13 € pour une copie de ce jeu. C'est quand même relativement abordable, avec une belle petite direction artistique. Je trouve que c'est bien dans le ton, et puis ça a l'air de proposer un twist relativement intéressant par rapport à bien d'autres jeux à identité cachée qu'on a l'habitude de voir. Donc ouais, à tester. J'avoue que même moi qui ne suis pas un grand fan de ce genre de jeu de déduction sociale slash party game très très court comme ça, celui-ci pour le coup, ne serait-ce que pour le petit twist qui a l'air assez intéressant, j'aimerais bien le tester un de ces jours.
133 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne pour Mafia Blitz. On enchaîne avec Festoon, un petit jeu qui vous permet d'incarner des abeilles, et c'est pour 10 à 20 minutes la partie, pour 2 à 6 joueurs, pour 6 ans et plus, donc un jeu extrêmement facile à sortir, extrêmement familial, qui se veut extrêmement facile à prendre en main. Pour l'instant, en revanche, c'est pas financé, puisqu'on est sur un seuil de financement à 17 000 € et qu'on a pour l'instant la moitié approximativement, 47 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, il y a encore une chance de le voir financé, parce que le seuil de financement est quand même pas si élevé que ça, mais là on va entrer dans le dur, hein. La fin de la première semaine, c'est l'entrée dans le ventre mou de la campagne où il se passe pas grand chose, donc bon, à voir, pour l'instant c'est pas encore sûr que ça finance. Festoon, c'est un jeu finalement assez abstrait de pose de tuiles. Simplement, on va avoir une tuile de départ. À partir de là, on va poser des tuiles qui ont différentes couleurs. Et le premier joueur autour de la table qui réussit à accumuler 4 tuiles de la même couleur, comme ça en ligne, en diagonale, quelle que soit la façon dont vous le complétez, et bien vous mettez fin à la partie. Donc vraiment très très simple, très facile à prendre en main. Le tout pour 25 $. On a une version collector avec du bois, c'est très très joli, le tout pour 250 $. Est-ce que c'est un jeu qu'on a envie de deluxifier à ce point-là? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Ceci étant dit, ça c'est le meilleur moyen pour que, si ça finance, s'il y a 2-3 Pékins seulement qui se mettent dessus, les 250 $, ils vont pas réussir à les couvrir en termes de coût de production, ça va être beaucoup plus cher que ça. Bon, à suivre, mais avec attention quand même derrière. Voilà pour Festoon, 47 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. On revient sur GameFound pour parler cette fois-ci de Singularity Hex, projet porté par Tripolar Dan, primo éditeur je pense. 30 backers seulement, 1600 livres d'engrangés, c'est pas encore tout à fait financé, mais il reste 30 jours avant la fin de la campagne. Vous le voyez avec l'ADA, c'est un peu glauque, c'est un peu gore, ça se veut être un jeu de survie sci-fi, avec jusqu'à 4 joueurs en tout cas, hein, c'est pour 1 à 4 joueurs solo bienvenus, mais également donc jusqu'à 4 en coopération, avec un jeu de survie un petit peu façon dungeon crawler. On a différentes cartes qui vont venir composer une sorte de donjon, voilà, on le voit ici avec différents niveaux de pièces dans lesquels on va évoluer. Les personnages auront eux aussi leur propre spécificité que l'on pourra essayer d'être amené à utiliser en synergie pour s'en sortir le mieux possible dans un univers pas hyper amical, vous vous en doutez, ne serait-ce qu'avec la thématique et la DA, clairement c'est un petit peu horrifique, ça peut laisser des petits cauchemars se former en vous après avoir joué au jeu. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous parle. Moi, je trouve que la DA est quand même relativement réussie en partie, mais que les personnages sont assez dégueulasses par contre. Donc je me demande, est-ce que la personne qui fait les lieux, on va dire, et celle qui fait les personnages, c'est la même personne? Parce que si c'est les lieux, ma foi, c'est plutôt clean. Par contre, les personnages, je suis vraiment pas fan du tout. Quoi qu'il en soit, Singularity Hex, ça coûte 25 livres, donc environ 32-33 € je pense. Et sinon, on a aussi une app intégrée qui vous permet d'accompagner le jeu, qui coûte 30 livres, c'est quand même pas donné. Sinon, si l'extension qui est incluse a un pledge qui s'appelle Salvage Rights, 40 livres. Cataclysm Expansion, donc également 40 livres. Donc ça, c'est toujours encore une fois pour les deux extensions, hein, ça inclut le jeu de base plus l'extension. Hein. Vous vous tenez bien que l'extension à elle seule ne coûte pas ce prix-là. Hein. C'est le jeu de base plus une extension. Voilà, ma foi, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter concernant Singularity Hex, un petit jeu qui est actuellement donc sur GameFound, coopératif. Pour l'instant, ça n'a pas attiré grand monde alors qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence cette semaine, mais le peu de concurrence qu'il y a, ça peut parfois être assez coûteux. On va le voir dans la seconde partie du menu crowdfunding, et ça tombe bien parce que la première partie vient d'arriver à son terme. On passe maintenant aux plats principaux de la semaine. Premier plat principal de la semaine, il s'agit du nouveau projet de MeeplePug, Mesopotamia. En réalité, si je ne devais qu'écouter mon simple avis subjectif sur la question, Mesopotamia aurait pu trouver son chemin vers les desserts de la semaine et aurait pu donc être le seul dessert de la semaine. Mais bon, il a quand même un accueil qui est bon, mais pas extraordinaire. On est seulement à 1000 backers.
Bon, sur GameFound, 1000 backers, c'est pas ridicule, mais 10 jours avant la fin de la campagne, on aurait pu espérer un petit peu mieux que ça pour Mesopotamia. Pour l'instant, c'est quand même, ceci dit, 266 000 euros d'engrangés, c'est loin d'être ridicule. Le projet est largement financé, et en plus de ça, on aura du français. Est-ce que c'était... oui, c'était ici, hein, on le voit avec le drapeau, on le reverra par la suite. Il n'y a pas encore d'éditeur annoncé pour le français, mais si MeeplePug et en l'occurrence MOB Vanguard, l'agence de licence pour laquelle je bosse, si l'agence de licence ne trouve pas de partenaire francophone, comme par exemple, je sais pas, c'est pas Meeple, Pixie ou quel que soit l'éditeur en question, eh bien, MeeplePug, l'éditeur grec derrière Mesopotamia, se chargera de trouver un traducteur professionnel pour proposer donc des traductions dans toutes les langues que vous voyez ici, donc l'italien, le tchèque, le français, l'allemand, le polonais par exemple. Pour ce donc, qui est Mesopotamia, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 90 minutes la partie. On est ici sur un 4X avec de la gestion de ressources, avec bien sûr du contrôle de territoire, avec un aspect de jeu de civilisation, puisqu'on aura différentes civilisations que l'on pourra incarner. On va explorer la Mésopotamie, donc la fameuse région qui se trouve derrière le nom du jeu, bien évidemment, un peu le berceau de l'humanité, et on va développer justement notre civilisation, et puis bien sûr ça implique notamment des frictions avec les autres civilisations alentours, donc on va aussi en partie potentiellement se foutre sur la tronche. Le jeu est très très beau, le matos est vraiment très très clean, on est sur un jeu déjà deluxifié de base, j'ai envie de dire, et on aura aussi potentiellement du kilo plastoc, bien évidemment, sinon pourquoi on serait sur GameFound? GameFound c'est quand même la plateforme qui propose les jeux deluxifiés de base, quoi. Ils font aussi maintenant de plus en plus des jeux un peu plus modestes, mais quand même GameFound c'est quand même pas mal orienté sur le marché de niche, des joueurs vraiment heavy, qui n'ont pas peur des gros pledges, notamment via le stretch pay et le stable pledge aussi, mais surtout le stretch pay. Quoi qu'il en soit, c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 30 minutes la partie par joueur autour de la table, et donc 14 ans et plus. C'est un jeu qui se veut hautement thématique. Chacune des civilisations qui ont émergé de Mésopotamie vont avoir leur propre spécificité asymétrique. On va aussi avoir des arbres de technologie qui vont se développer au fur et à mesure. On va aussi avoir des événements qui vont impacter grandement le cours du jeu. À mesure qu'on va explorer la région, la Mésopotamie, des nouvelles cartes d'événements vont se révéler à nous. Et par exemple, rencontrer un petit village qui va nous apporter soit des ressources, soit une technologie, ce genre de choses-là. Ensuite, c'est un jeu qui se veut hautement modulable et donc rejouable. Le plateau sur lequel on va évoluer ne va pas être exactement le même d'une partie à l'autre, donc une forte rejouabilité potentielle. Et puis des composants déjà deluxifiés vraiment cool. Là, on voit que je pense que c'est des dés d'ailleurs. Ils sont vraiment très très cool. Et puis énormément d'action. Alors comme dans beaucoup de 4X, on va être notamment amené à se foutre sur la tronche. Mais si c'est comme beaucoup d'autres 4X, on pourra aussi la jouer plus... comment dirais-je, pacifique, même si on n'a pas forcément tout à y gagner non plus. On est sur un jeu plutôt orienté gamers, même si c'est pas totalement inaccessible pour les plus jeunes, on va dire. C'est un jeu qui se veut hautement thématique, avec beaucoup de take that, comme souvent les 4X, hein, soyons honnêtes. Et puis, fondamentalement basé sur la stratégie, avec très très peu d'aspect chance là-dedans. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, contrôle du territoire, déplacement sur les territoires, donc l'exploration, gestion de ressources, commerce entre les différents joueurs, le tout sur un plateau modulable. Il y a des tech trees, donc des arbres de technologie. Il y aura quelques petits jets de dés par-ci par-là, il y aura aussi des enchères, donc pas mal de mécanismes imbriqués les uns avec les autres, avec du très très beau matos en plus de ça. Donc ouais, Mesopotamia me donne quand même pas mal envie, pourtant je suis pas un grand adepte des 4X, mais celui-ci a l'air d'être vraiment sexy. Donc ouais, un de ces jours, si j'ai l'occasion de tester Mesopotamia, ce sera avec grand plaisir. Est-ce que j'irai jusqu'à le baquer? Non, c'est pas suffisamment une catégorie de jeu qui m'attire assez pour mettre autant d'argent dessus. Parce que vous allez le voir, oui, Mesopotamia coûte quand même assez cher. Justement, peut-être qu'on va aller directement sur les niveaux de pledge. On reviendra sur cette partie de la campagne plus tard. Mais le niveau de pledge, le pledge de base, le Hammurabi est à 120 €. C'est le pledge de base à 120 €.
Et ensuite, vous avez le pledge Gilgamesh, qui est un roi de l'époque. Gilgamesh, 199 € pour ce pledge Gilgamesh, qui, au-delà de la boîte de base que l'on voit ici, s'accompagne également de l'extension Assyrians and Hittites, donc 2 autres peuplades, et puis l'extension Mari and Eblaite, donc là pour le coup je ne connais pas. Donc encore plus de contenu pour une encore plus grande rejouabilité et profondeur de gameplay. On revient justement sur le gameplay, on parlait de l'exploration, les constructions de villes, de monuments aussi. On va avoir de la recherche avec justement les tech trees, les fameux arbres les arbres de compétences de technologie, grâce auxquels on va pouvoir faire évoluer notre civilisation. Ensuite, il y aura la phase d'agriculture aussi. On va bien sûr développer l'agriculture dans notre région pour en tirer les usufruits. Ensuite, on va bien sûr gérer nos ressources et puis échanger, faire du commerce avec les autres joueurs. Il n'y aura pas forcément que de la baston, bien évidemment, même si ce sera forcément une partie prenante du gameplay. Et donc, ouais, le warfare, on en vient à ça, hein, les batailles, la baston, la marave. Voilà, c'est après tout ce que je peux vous dire pour le gameplay, hein, très rapidement. Le languages, on le voit ici, hein, donc il cherche actuellement des éditeurs de par le monde, mais si on ne trouve pas d'éditeurs durant la campagne, ils s'occuperont eux-mêmes via, comment dirais-je, l'octroi de compétences de professionnels de la traduction pour les langues qui sont affichées d'ores et déjà ici. Donc il y aura du français quoi qu'il advienne. Ensuite, sachez également qu'il y aura un mode solo qui est d'ailleurs légèrement mis en avant ici. Ensuite, sachez également, si je ne l'ai pas encore dit, parce que sinon je vais l'oublier, donc autant le dire rapidement, que dans les vidéos, vous trouverez, pas dans le gameplay, mais dans le review, une vidéo en français qui est l'œuvre de MeeplePug, pas de MeeplePug, mais de Pug and Play, voilà. Pug and Play qui s'était déjà occupé, je crois, d'une ou deux autres campagnes de MeeplePug, justement. D'ailleurs, je viens de me rendre compte au moment que je le disais, j'ai pas encore précisé, mais MeeplePug, c'est peut-être un nom qui vous évoque quelque chose. On les avait déjà vus par le passé sur GameFound pour Dark Blood, qui avait une super DA, un très beau matos encore une fois, qui avait fait un assez bon résultat avec 2800 backers à l'époque. Et avant ça, ils avaient aussi une ou deux campagnes, je crois, sur Kickstarter au préalable. Je me demande si c'est pas eux qui avaient fait Age of Inventions, je me souviens plus exactement. Mais ils avaient fait déjà un ou deux jeux sur Kickstarter qui avaient relativement bien marché. Ensuite, ici, vous allez voir que vous avez le Ink Wash Upgrade qui est disponible. Donc c'est le lavis sur les miniatures, avoir un peu plus de relief, un peu plus de peps à vos miniatures, qui est une option disponible durant la campagne. Vous avez aussi les extensions qui sont présentées brièvement ici, avec Assyrians and Hittites, avec les extensions, les factions supplémentaires qui sont donc jouables. Même chose pour Mari and Eblaite, qui sont encore des extensions de factions disponibles également. Voilà, on va aller voir maintenant le shipping, puisque maintenant on est dans les plats principaux de la semaine, donc on aborde aussi ce pan de la campagne. Canada, 21 à 29 ou 31 à 39 € de frais de port en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour la France ou encore la Belgique ou même Monaco, ça va de 9 à 14 ou de 14 à 19 pour les différents niveaux de pledge. Pour nos amis suisses, c'est plutôt 14-19 ou 19-24. Et puis pour nous au Japon, 34-44, 39-45 de frais de port. Ça pique un petit peu plus pour un jeu qui devrait théoriquement être livré en juin 2026. C'est tout donc pour Mesopotamia, qui est selon moi le projet le plus intéressant de la semaine, en tout cas selon mes goûts personnels, même si je ne suis pas un grand fan de 4X à la base. Voilà pour Mesopotamia, donc 1200 backers, on arrondit, 10 jours avant la fin de la campagne, VF disponible qui plus est. On enchaîne avec Grendel, qui est un jeu issu d'une licence de comics américain, j'imagine. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans la campagne. Je ne connais pas l'œuvre d'origine en tout cas. Mais donc Grendel, The Game of Crime and Mayhem, 860 backers sur le projet, 19 jours avant la fin de la campagne, 73 000, j'arrive pas à parler vraiment aujourd'hui, 73 000 € d'engrangés, et ce jeu nous vient de Off the Page Games, donc c'est le 6e projet sur Kickstarter. Vous les connaissez assez probablement grâce à Mind MGMT, qui est à ce jour leur jeu le plus célèbre, qui dispose déjà d'une VF, si mes souvenirs sont bons, qui est un jeu très populaire, qui est très bien noté,
pour les joueurs appréciant ce type de jeu un petit peu à identité cachée, déplacement caché. Mais dans cette catégorie-là, il fait partie un petit peu des références. Il avait d'ailleurs connu une seconde campagne qui avait bien marché également à l'époque, en 2022. Ensuite, ils avaient aussi lancé Harrow County et Core of Discovery par la suite, et non pas Corps, hein, il n'y a pas de E à la fin, c'est Corps, ça vient du mot français, le corps de découverte, donc le bataillon de découverte, on va dire en gros. Core of Discovery, qui lui avait eu sa campagne en mai 2024, donc il y a un tout petit peu plus d'un an. Et donc ils reviennent sur Kickstarter cette fois-ci pour Grendel, leur nouveau jeu issu donc d'un comics américain. C'est pour 1 à 4 joueurs pour 30 minutes la partie, 14 ans et plus. On est sur un jeu de contrôle de territoire avec différentes factions assez fortement asymétriques, et pour autant le jeu se veut relativement approchable, donc on va dire accessible pour des joueurs un peu moins aguerris, un peu moins expérimentés, on va dire. C'est par d'ailleurs les mêmes auteurs que Mind MGMT et Core of Discovery, mais également en collaboration avec, c'est Senfun Lim pour ce qui est de Mind MGMT, mais en collaboration avec Alara Cameron qui est derrière Kingdom Rush ou encore Clans of Midgard, donc des auteurs assez renommés dans le milieu. Et donc brièvement pour ce qui est de Grendel, on a donc 4 factions, sans les extensions, on en parlera plus tard des extensions. La première, c'est donc Grendel lui-même, donc le personnage de Grendel, qui est une sorte de vigilante, comme on dit en anglais, donc une sorte comment dirais-je, de héros un petit peu sombre, un petit peu à la Batman, mais avec comment dirais-je, des points de vue moraux encore plus discutables que celui de Batman, j'ai l'impression. C'est un truc assez hyper violent, j'ai envie de dire. Et donc avec Grendel, on a ce mécanisme de backbuilding, vous l'avez vu, on va tirer des trucs d'un sac, et à partir de là, on va pouvoir utiliser ces petites tuiles pour notamment renforcer notre personnage ou accomplir certaines actions, donc basées sur le backbuilding. Ensuite, on peut jouer en tant que Argent, donc une sorte de homme loup-garou, on va dire, qui lui va utiliser des cartes et donc un mécanisme de push your luck. Donc on va pouvoir jouer plusieurs cartes pour espérer avoir des résultats de plus en plus puissants, mais avec ce risque de, si on joue trop de cartes, et bien ça explose et finalement on fait que dalle. Donc ça c'est pour ce qui est de Argent. On peut aussi jouer le mob, autrement dit la mafia locale, qui là par contre va s'orienter sur des jets de dés et de l'allocation de dés, l'allocation en anglais, de la pose de dés en fait, sur certaines compétences pour pouvoir appliquer les dites compétences. Ou encore on peut jouer avec la police qui elle va jouer avec un mécanisme de rondelle, un peu comme un Mancala on pourrait dire. Donc vraiment radicalement différent. La question se pose toujours avec ces jeux très différents en termes de, de mécanismes de jeu pour chacune des factions en présence, la question de l'équilibrage bien évidemment, mais Off the Page Games généralement ils font des jeux assez intéressants et de ce point de vue là j'ai plutôt confiance. Ensuite on va donc bien sûr disposer de tout un tas de jetons, enfin pas de jetons mais de meeples en fonction de la faction qu'on représente, sauf Grendel et Argent qui ont un meeple unique. Qui font le ménage devant eux, c'est assez effrayant, avec la phase de mayhem, la phase de gros bordel on va dire, qui se déclenche en fonction des petits tokens que l'on va mettre dans les tours, et voilà, vous voyez que ça déclenche en fonction du poids dans la tour, la phase de mayhem dans tel ou tel quartier, et là on commence à se foutre sur la tronche, et en fonction du résultat de cette phase de bataille on va dire, on gagne plus ou moins de points, et une fois que toutes les zones de la map ont eu cette phase de mayhem, la partie se termine. Il y a aussi un mode solo que l'on pourra faire, tout simplement qu'on pourra jouer, qu'on pourra expérimenter, dans lequel on sera toujours amené à affronter la mafia locale. Sachez également que au-delà du jeu de base, que l'on retrouve ici pour 49$, encore relativement accessible dans sa version de base, on a aussi un niveau Pledge All-In, 109$, avec un jeu deluxifié. Chaque faction aura sa propre boîte de rangement pour une installation et un rangement bien plus rapide, mais également avec de la deluxification à outrance, puisque là les plateaux de chacune des factions est en plastique. Non, c'est pas en plastique, c'est en carton, mais double épaisseur. J'ai été trompé par le plastic trays. Donc chaque faction a son propre petit insert en plastique, mais chaque plateau est double épaisseur en carton, bien sûr. Ensuite, les petits tokens sont en bois. Les cartes ont une sorte de petit revêtement un peu métallisé, en surbrillant. C'est vraiment très 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 beau, très joli. Et puis, le Pledge All-In vous donne aussi accès à 2 extensions. L'extension Press Faction,
donc qui vient ajouter la faction de la presse, donc encore une faction supplémentaire asymétrique, et puis également l'extension Pursuits and Payoffs, qui vient ajouter de nouveaux mécanismes au jeu, mais pas de nouvelles factions en revanche. L'extension Press, on la voit ici, donc on va pouvoir incarner la presse, avec donc encore une fois un mécanisme différent, puisque cette fois-ci on jouera avec des polyomino pour fabriquer sa une. Donc, assez intéressant de voir comme chacune des 4 factions est radicalement différente en termes de gameplay. Donc encore une fois se pose la question de l'équilibrage, mais bon, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt très intéressant même sur le papier. Et puis donc pour ce qui est de Pursuits and Payoffs, c'est juste que ça va acheter de nouvelles cartes, des cartes de poursuite et des cartes de payoff qui vont impacter le jeu différemment. Et donc c'est juste de nouveaux mécanismes qui viennent s'ajouter au jeu pour ajouter un peu plus de rejouabilité et de stratégie à un jeu qui en dispose déjà pas mal. Voilà, c'est d'après tout ce que je peux vous dire concernant le jeu. Il nous reste maintenant à parler très brièvement du shipping. Je mentionne aussi avant de l'oublier que vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator pour ceux que ça pourrait intéresser. Je trouve que le jeu sur le papier est très intéressant, si ce n'est que je connais absolument pas l'univers de base, donc de Grendel, l'œuvre originale, et du coup j'ai du mal à rentrer dedans. Peut-être que aussi l'aspect vraiment comics, la DA qui va avec, même si c'est très joliment réussi, hein, bien sûr, ne m'attire pas outre mesure. J'ai du mal à rentrer un peu dans l'univers. Mais ouais, sur le papier, le jeu est vraiment intéressant. Le fait que chacune des factions ait un gameplay radicalement différent, ça j'aime beaucoup. Ça évoque un petit peu bien sûr des souvenirs de Root, mais en bien plus accessible en tout cas. Pour le shipping, pour le Canada, 20$ canadiens. Pour la France ou encore la Belgique, c'est 21$ canadiens également. Dollars canadiens, attention. Pour la Suisse, ce serait 25$ canadiens. Pour certaines régions du Canada, ça dépend. Là, on a Canada 20$. ON and QC, ça va être Québec, je pense, pour 20$. Et là, except Ontario et Québec, peut-être. Ouais, sauf Ontario-Québec, ça serait 36$ canadiens. Je suis pas au point sur les abréviations des régions des régions canadiennes, mais j'imagine que c'est ça. Et puis pour nous au Japon, ce serait 44$ canadiens encore une fois de frais de port, donc 32$ en gros de frais de port pour ce qui est donc des frais de port pour le Japon. Donc ça le rend un peu moins intéressant aussi pour nous, mais quand même vraiment sur le papier, Grendel c'est plutôt prometteur. 857 backers, 73 000€ d'engrangés, donc largement financé, 19 jours avant la fin de la campagne. C'est la journée des 4X, décidément, puisqu'on repart sur un autre 4X avec Sky Empire sur GameFound. Premier projet de Greymarsh Games. Premier projet, et pourtant, vous le voyez avec les images qui défilent sous vos yeux ébahis, c'est hyper ambitieux pour un primo-éditeur. Primo-éditeur qui se lance dans une campagne extrêmement onéreuse, un projet vraiment ambitieux pour un primo-éditeur. C'est vrai que se lancer dans l'industrie avec un projet comme celui-ci, c'est osé. Ils l'ont fait. C'est actuellement sur GameFound. Ça se porte pas trop mal. On est à 300 backers. C'est pas rien sur GameFound pour un primo-éditeur avec un jeu hyper casse-gueule, parce que les gens ont de plus en plus de mal à faire confiance à un primo-éditeur. Alors quand c'est un jeu qui coûte extrêmement cher, comme c'est le cas pour Sky Empire, c'est courageux. C'est courageux. Ça peut être considéré comme courageux aussi de backer, mais le projet est tellement ambitieux que j'aurais plutôt tendance à faire confiance. Et encore une fois, moi j'ai jamais eu de mauvaise surprise au niveau de mes bacs, sauf si Museum à l'époque, quand Grail Games avait mis la clé sous la porte, mais encore j'ai fini par le recevoir via Xavier, donc ouais. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant 300 backers, 63 000€ d'engrangés, on connaît à 63% du seuil de financement, ça doit pouvoir se faire quand même, j'aurais plutôt tendance à faire confiance là-dessus. Il reste 20 jours avant la fin de la campagne, pas de VF malheureusement, c'est pour 1-4 joueurs, et je vous le disais, cette semaine c'est la semaine du 4X, parce que Sky Empire c'est encore une fois un 4X avec des factions asymétriques, il y aura aussi du placement d'ouvriers, bien sûr qu'il y aura de la gestion de ressources, ça va souvent de pair, on aura bien sûr de l'exploration, ça va aussi souvent avec le 4X, tout comme la phase de guerre, bien sûr que la guerre sera au rendez-vous aussi, on aura aussi de la diplomatie d'ailleurs. Le projet est assez intéressant de par son gameplay, de par la quantité de matos qu'il y a dedans, mais aussi de par sa DA qui est très choupi avec des personnages animaux anthropomorphes, on va dire, et aussi le concept des personnages eux-mêmes. Vous allez avoir ici un monde peuplé de Doppler.
les Dopplers, c'est des créatures qui ont un esprit mais deux corps. Donc vous pouvez contrôler deux corps, deux enveloppes charnelles avec un seul et même esprit. Et ça c'est assez intéressant sur le papier d'aller implémenter ce mécanisme de jeu directement au cœur de l'univers de Sky Empire. Ça c'est assez malin, assez cool. Alors il y a 4 phases de jeu principales pour ce qui est de Sky Empire. On a une phase d'event, donc d'événement, qui va impacter le cours de la partie, qui va nous permettre aussi de prévoir un petit peu les actions que l'on va entreprendre en fonction de l'événement qui arrive ou qui va arriver. Ensuite, on a une phase de Comet Dopplers, donc la phase de pose d'ouvrier, on va dire. On va déplacer nos fameux Dopplers sur les différentes régions du monde ou sur notre plateau individuel pour essayer de bénéficier de certaines actions de notre faction, justement. Ensuite, la phase d'action, en fonction de l'emplacement où l'on s'est mis, en fonction que ce soit de la carte, enfin de l'emplacement sur la carte ou de l'emplacement sur notre plateau individuel, on va déclencher différents types d'actions. Ça pourra nous amener à nous foutre sur la tronche ou à retirer des ressources de telle ou telle zone, ce genre de choses-là. Et puis une phase de clean-up, une phase de nettoyage, on va dire, une phase de mise à jour du plateau suite à la phase d'action, avant de rinse and repeat, comme diraient les Anglais, donc de rincer et de répéter, donc en gros de repartir sur une phase d'événement, et ainsi de suite. Le tout pour des parties assez longues, hein, vous l'avez vu, on est sur des parties de 180 minutes, autrement dit 3 heures la partie, ça peut potentiellement être assez long, Sky Empire. Ensuite, continuons. Alors ici on a quelques aperçus des miniatures qui elles aussi ont l'air d'être relativement cool, assez bien travaillées. Si on ajoute par-dessus le lavis, ça donne un résultat assez convaincant. L'aperçu de la map, c'est très coloré, c'est très joli. J'aime bien l'univers, graphiquement ça me parle pas mal. C'est encore une fois un projet assez ambitieux de ce point de vue-là également. Matos assez clean de manière générale. On voit ici tous les navires un petit peu façon Final Fantasy des premières heures, donc les 7, 8, enfin premières heures pas vraiment, je parle des 7, 8, 9 là pour le coup, toujours avec les espèces de bateaux volants comme ça. Donc vraiment charmant de ce point de vue là aussi. Les différents plateaux de joueurs avec les factions individuellement asymétriques bien évidemment, avec les deux personnages que l'on va pouvoir être amené à utiliser en simultané, etc. Les différents petits dés, les petites chips, donc les petits, comment dit-on déjà, les petites, c'est même pas des tuiles, c'est des tokens qu'on va dire. Bref, pas mal de matos, les tuiles qui vont composer la map centrale du jeu, qui bien sûr seront agencées différemment d'une partie à l'autre, ce qui là aussi renforce la rejouabilité. On n'est pas sur une map fixe. Voilà quelques petits aperçus du matos. Au niveau prototypal, ça envoie déjà quand même pas mal du pâté, notamment les miniatures qui sont quand même assez classe. Là en plus c'est même pas des renders, c'est vraiment la version prototypale de certaines des miniatures, ça prend quand même pas mal déjà. Ensuite continuons, les miniatures pré-peintes que l'on voit ici, encore une fois c'est plutôt du bon boulot sur le papier. Donc ça donne plutôt envie d'être essayé. C'est clairement pas un jeu que je pourrais backer, pas mon genre, pas un jeu qui sort facilement non plus d'ailleurs. Donc c'est un pledge que je regretterais si j'y allais, mais qui peut donner envie à beaucoup de monde à mon avis. On voit ici quelques-uns des personnages qu'on pourrait être amené à incarner, y compris leur orientation de gameplay. On voit ici par exemple Mutamano est plutôt un visionnaire qui est plutôt dans la stratégie par exemple, ou encore Svirler qui est plutôt dans l'adaptation, qui s'adapte facilement aux différentes situations, et puis qui est innovant, donc qui va utiliser pas mal la technologie par exemple. Donc vraiment un lore assez riche, et puis une asymétrie assez présente entre les différents personnages que l'on pourra incarner. Rapidement, les niveaux de pledge, il n'y en a qu'un seul, ça c'est plutôt cool, ça évite de se perdre au sein de la campagne, de rechercher qu'est-ce qu'il y a dans ce pledge et qu'il n'y a pas dans l'autre. Non, on a un seul pledge, c'est le pledge, Emperor Pledge, il est quand même très très cher, 175 €. Pardon, ce qui est une des raisons potentiellement qui peut expliquer aussi que le nombre de backers est pas non plus si énorme que ça, c'est que le jeu est certes très attirant, mais il est aussi très cher. Et pour un primo-éditeur, c'est doublement risqué, bien évidemment, c'est un petit peu casse-gueule. Sachez ceci dit que s'il n'y a pas le nombre de backers suffisant, il n'y aura pas non plus de VF, parce que oui, VF, il y a potentiellement moyen d'en avoir une, mais pour avoir une VF, il faudra atteindre les 200 000 €. On en est encore assez loin, ça peut se faire, hein. Clairement il reste le temps suffisant pour aller le chercher. D'ailleurs, sachant que à 200 000 €, on aura déjà débloqué aussi un mode solo. Donc ça, c'est à 150 000. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Et ma foi, je peux maintenant passer au shipping. Le shipping pour l'Europe, c'est 15 €. Donc ça, par contre, c'est pas très cher compte tenu du prix du pledge.
commence à partir un petit peu en vrille. Le Canada, c'est 20 euros. Ensuite, ensuite, il n'y a pas grand chose de plus. Asia, donc pour nous au Japon, ce serait 40 euros de frais de port. Et puis ma foi, c'est à peu près tout. C'est tout ce que je peux vous dire concernant Sky Empire, un primo-éditeur qui se lance dans un projet vraiment ambitieux, mais qui a de la gueule, mais qui coûte cher, mais qui a de la gueule, mais qui est pas facile à sortir et qui est très très long, mais qui a de la gueule. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour ce qui est de Sky Empire, donc le premier jeu de Greymarsh Games, actuellement sur GameFound, 300 backers, 64 000 euros d'engrangés, 20 jours avant la fin de la campagne. Il y a de ça environ un an, on avait parlé de Deep Rock Galactic, une adaptation en jeu de plateau d'un jeu vidéo apparemment assez populaire, dont j'avais jamais entendu parler avant pour être tout à fait honnête. C'était l'œuvre de Mood, dont c'était à l'époque le 8e je crois, ou 7e projet. Ça va être le 7e, le 6e même, puisque entre temps il y a aussi eu Deep Rock Galactic, Space Rig and Biome, donc déjà deux extensions qui avaient fait l'objet d'une campagne, après la campagne de base. Et puis entre temps il y a aussi eu, c'est vrai, Goat Simulator The Card Game, donc le jeu de cartes de Goat Simulator, ce jeu complètement pété. Et donc Deep Rock Galactic, la première adaptation, c'était donc en mars 2022, ça fait déjà pas mal de temps, ça fait quand même mine de rien 3 ans et demi que la campagne de Deep Rock Galactic était apparue sur Kickstarter. On l'avait couvert à l'époque dans le menu crowdfunding. Il y avait quand même 20 000 backers sur le projet, c'était quand même assez énorme. 2 500 000 euros d'engrangés à l'époque pour ce jeu d'action coop frénétique inspiré du jeu vidéo du même nom. Et donc après l'extension qu'on avait vu ici, donc les deux extensions, Space Rig and Biome, et bien cette fois-ci, 2 nouvelles extensions qui viennent rejoindre l'univers de Deep Rock Galactic. On a Rival Incursion et Horrors of Hoxes, 2 nouvelles extensions pour enrichir l'univers de Deep Rock Galactic. Et comme d'habitude, bien sûr, ça fait mal au niveau des stats, puisqu'on le voit après 3 jours de campagne, peut-être même 2 jours. Je crois que la campagne s'est lancée un petit peu plus tardivement que la moyenne. Généralement, les campagnes se lancent le mardi. Là, je crois que c'était plutôt le jeudi. Donc, prenez ça en considération dans le sens où ça a commencé un peu plus tard que les autres. Et il y a déjà quand même 4100 contributeurs et près de 850 000 euros d'engrangés d'ores et déjà. 26 jours avant la fin de la campagne. On reste bien sûr sur un jeu coopératif avec des personnages asymétriques qui vont bourriner des insectes aliens dans tous les sens, façon Starship Troopers, mais bien plus coloré et déjanté, toujours inspiré par le jeu vidéo du même nom, bien évidemment. C'est juste que dans ces extensions, on va aller explorer, comme le nom l'indique, New Biomes, donc de nouveaux territoires de la planète, on va dire, et donc son lot de nouvelles créatures, plus ou moins dégueulasses, et toujours avec des compétences asymétriques, bien sûr. Ensuite, on aura aussi même des nouvelles ressources, je crois, par-ci par-là. J'arrête pas de tousser, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas mal à la gorge, hein. C'est juste que je tousse. J'ai envie de tousser, je sais pas pourquoi. On s'en fout, ça n'a aucune importance. Enfin, si, c'est un peu chiant pour vous quand même à écouter. Mais bon, je vais bientôt écourter, puisque de toute façon, c'est le dernier projet qui reste. Après, je vais mentionner un projet, mais sans le présenter. Je vous expliquerai à ce moment-là. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que j'économise un peu ma voix, j'ai l'impression. Donc, de nouveaux ennemis, on l'a vu tout à l'heure, avec encore plus de miniatures. C'est un jeu quand même plein de plastoc. Donc si vous n'êtes pas amateur de genre figurine, ça devrait pas vous intéresser outre mesure. Mais bon, sachez qu'il y aura encore aussi de nouveaux biomes à explorer, de nouveaux personnages peut-être aussi, je ne sais pas, j'ai pas vu de nouveaux personnages pour le coup. À voir, j'ai pas vu de nouveaux personnages. Autre extension, Rival Incursion, nouveaux ennemis, nouveaux types de missions aussi. Donc j'ai pas l'impression qu'on ait de nouveaux personnages, c'est juste des nouvelles zones, de nouveaux adversaires, de nouveaux monstres, de nouveaux types de missions potentiellement, mais pas de nouveaux personnages. Ça c'est un tout petit peu dommage. On aurait pu être content, quand on est amateur du jeu en tout cas j'imagine, d'avoir de nouveaux types de personnages et donc des compétences asymétriques supplémentaires, etc. Ça n'est pas le cas apparemment. Mais bon, ceci dit, ça vient enrichir encore plus le gameplay, encore plus la rejouabilité, donc c'est déjà plutôt pas mal. Voilà, et ma foi, j'ai pas grand chose de plus à dire en réalité, puisque ce n'est qu'une extension, c'est même 2 extensions en réalité, d'un jeu préalablement sorti, un jeu coopératif un peu façon dungeon crawler, mais qui n'est pas un donjon, en fait c'est une planète où on doit extraire des ressources, sauf que les bébêtes qui sont présentes ne sont pas forcément hyper d'accord, et donc on va défourailler des bestioles dans tous les sens.
c'est juste encore plus de la même chose. Alors il y a des petites variantes supplémentaires, des petits points de gameplay qui vont venir s'ajouter via ces nouvelles extensions bien sûr, mais fondamentalement ça reste du Deep Rock Galactic, donc il n'y a pas beaucoup plus que ça à dire concernant le jeu. Rapidement, les pledges, le premier pledge c'est Hours of Hoxes, donc une des deux extensions, 75€. Ça coûte très très cher l'extension, vous en conviendrez. Ensuite, extension Rival Incursion, même prix, 75€ également. Ensuite, le Pledge C, c'est le Standard Bundle, donc c'est du coup Deep Rock Galactic, c'est les deux extensions, si je ne me trompe. Ouais, c'est ça, hein, c'est les deux extensions. Ok, les deux extensions, 140€. Ensuite, le Collector's Bundle, c'est pareil, les deux extensions, et ça c'est quoi? Shockworm, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ce Shockworm? Ah, c'est ici, Shockworm. D'accord, c'est une sorte de gros ver de terre bien dégueulasse avec des grosses dents. C'est une mini extension. Ok, une mini extension avec sa miniature et puis son set de cartes qui va avec, son set d'action, de cartes d'action. Ok, donc ça c'est le bundle que l'on voit ici à 185€. 140, donc ça rajoute 45€ pour une mini extension. Mini extension pas donnée quand même. Ensuite, on a le Collector's All-In. Donc là, c'est les deux extensions plus la micro-extension que l'on voit ici. Ça coûte 600€. Fou. Ok, mais du coup, j'imagine qu'il y a le jeu de base aussi. Voilà, il y a le jeu de base quand même aussi. Le jeu de base en deuxième édition, Deluxe, qui est noté 8 points sur BGG, avec pas mal d'évaluations dedans, plus toutes les extensions sorties jusqu'à maintenant, à savoir donc Biome Expansion et Space Rig Expansion, donc les deux extensions que j'ai mentionnées un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, les deux extensions, plus les deux nouvelles extensions, le jeu de base, etc. Donc le tout pour 600€, ça coûte quand même un bras, un rein, le gros orteil et la narine gauche quand même, hein. C'est plus ou moins le PIB du Tadjikistan tout ça. Et c'est même pas tout, parce qu'il y a aussi le Pledge F, le Newcomer, 125$. C'est beaucoup moins cher pour le coup. En fait, c'est juste le jeu de base en fait. C'est juste le jeu de base sans les extensions. Si vous aviez raté la campagne d'origine ou la seconde campagne qui proposait aussi le jeu de base, vous pouvez aussi prendre ce petit pledge là éventuellement. Petit pledge qui coûte quand même déjà 125€, sachez-le. Voilà, maintenant pour le shipping brièvement. Pour ce qui est de l'Europe, ça allait de 12 à 16€, voire 21 à 31€. Ça dépendra de votre niveau de pledge, bien évidemment. Europe 2, Europe 3, il y a autant de zones que ça en Europe, ça c'est toujours aussi chiant. Du coup, pour la France ou la Belgique, c'est la zone 2, excusez-moi, et zone 3 pour la Suisse. Donc plutôt 16-19 jusqu'à 30-40 ou 26-28 jusqu'à 36-38. Pour donc France, Belgique, Suisse. Pour le Canada, ça va de 11 à 13€ jusqu'à 29 à 33€ de frais de port. Et puis pour nous qui sommes en Asie, généralement on est en Asie 2, nous je crois. Asie 2 pour le Japon, 26-28 jusqu'à 96-98 euros de frais de port. Ça picote un tout petit peu. En même temps, vu le prix du pledge, on n'est plus à ça près, honnêtement, hein. Ça commence à coûter très 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 cher tout ça. Voilà donc pour ce qui est de Deep Rock Galactic avec deux nouvelles extensions, Rival Incursion et Hours of Hoxes, 4100 backers, 830 000€ d'engrangés. Et donc je vous disais que c'était le dernier projet du jour, mais je vais vous prendre très brièvement un projet qui se lance aujourd'hui même, sauf que voilà, il reste 1h55 avant que le projet se lance, et donc je sais que comme il y a beaucoup de gens qui suivent la page de pré-campagne, il y a quand même 6000 abonnés à la page de pré-campagne, je me doute que si je ne le présente pas cette semaine, on me le dira en commentaire, Kevin, t'as pas présenté Paradise? Oui, parce que je peux pas. Il n'est pas encore lancé le bousin, donc j'en parlerai la semaine prochaine, et oui, il y aura une VF pour Paradise, et oui, c'est encore, je crois, un 4X, parce qu'en tout cas, c'est un jeu de contrôle de territoire, c'est peut-être pas de 4X, mais en gros, un jeu de contrôle de territoire, avec un univers très post-apo façon Mad Max. Très clairement, c'est du Mad Max. Les personnages, la DA, tout ça, ça flirte avec le Mad Max à un niveau où il y aurait potentiellement de la place pour un procès en justice, tellement ça ressemble à du Mad Max Fury Road, en vrai.
mais du coup c'est aussi ça qui lui donne vraiment de la gueule. Le jeu a l'air d'être vraiment plutôt cool visuellement parlant, avec des couleurs qui détonnent de partout, mais en même temps c'est plutôt, comment ça correspond plutôt bien je trouve à ce type d'univers, un peu comme dans Radlands, qui est un jeu on aime beaucoup aussi avec Xavier, qui avait aussi un univers qui pétait de couleurs dans tous les sens, et ça s'y prêtait plutôt bien, même si ça peut sembler paradoxal de prime abord. Et donc ouais, du coup, je vous parlerai de Paradise la semaine prochaine. On a déjà les prix. Pour la Standard Box, c'est 89€, et pour la Deluxe Box, c'est 239€. On a un petit bond assez conséquent en termes de prix entre les deux éditions. Et donc on parlera plus en détail des différences entre les deux éditions justement la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a pas tous les détails, on a déjà quand même pas mal d'informations, hein, vous pouvez le voir, mais on n'a quand même pas encore assez d'infos pour en parler en détail, notamment pour ce qui est du gameplay. On n'a pas beaucoup de how to play par exemple durant cette page de pré-campagne qui déroule ici. Donc voilà, ça c'est plutôt rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Paradise, a Waste Punk board game. Encore 1h50 avant de se lancer. Ce sera déjà lancé lorsque vous regarderez cette vidéo quoi qu'il arrive. Du coup, c'est tout pour ce menu crowdfunding numéro, je crois, 183, si mes souvenirs sont bons. On se donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne pour, bien sûr, déjà un nouveau menu crowdfunding, mais aussi entre-temps, je pense, le bilan mensuel avec Xavier, qu'on va certainement tourner lundi chez lui, je pense. Et puis peut-être aussi pour The Coil, dont on parlera dans quelques semaines, je pense, aussi avant la fin de la campagne, quoi qu'il arrive. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, ça reste le plus important. Je vais pas faire une cut pour ça, hein. On va dire que c'est la fin de la vidéo, je suis fatigué. Prenez soin de vous et de vos proches, voilà, on essaie d'articuler un maximum quand même. Ça reste le plus important, surtout maintenant qu'on est dans une période de très très forte chaleur, même si je crois que c'est un petit peu retombé, heureusement pour vous, en France. Nous, au Japon, c'est le contraire, ça commence à monter sévèrement. Ça plus l'humidité, hein. Le Japon, je vous le rappelle, l'été, c'est plus ou moins 2-3 mois dans une serre. Voilà, tu prends ta douche, est-ce que j'essuie de l'eau ou déjà de la sueur? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau. Bref, quoi qu'il en soit, portez soin de vous, ça n'a plus aucun sens, je dis n'importe quoi. Prenez soin de vous, et à la prochaine, il est temps que ça s'arrête. Libérez-moi, à plus.